contente de vous avoir ce matin. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai Mireille, j'ai Anna, maman Anna, j'ai Claude, j'ai Armel, j'ai Boubacar, Ibrahim, Joy. Oh, j'ai Guy, j'ai Moïse, j'ai Mélina. Bonjour à tout le monde. J'ai Yves. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente de vous avoir. Mettez en commentaire, si vous venez juste de rejoindre, mettez en commentaire d'où est-ce que vous suivez ce webinaire gratuit. Et puis, on va commencer dans pas longtemps. J'ai Mélina de Lyon. Coucou Mélina, je t'ai reconnue sous le post de la dernière fois. Contente de t'avoir ici. Donc, on va commencer dans pas longtemps. Ce matin, on vient parler de la négociation du salaire. Ça ne sera pas un cours magistral, ça sera plutôt des études de cas. Je vais arrêter ma musique. Donc, ça sera plutôt des études de cas que nous aurons à faire ce matin. Je considère que les formations sur la négociation du salaire, on en a eu ici et là, mais avec des études de cas, on a une bonne idée. Les études de cas viennent nous inspirer par rapport à comment nous tenir pour notre prochaine négociation salariale. Et c'est vraiment exactement ça qu'on va faire ce matin. On va utiliser l'exemple de vraies personnes, de réelles personnes qui sont passées à travers l'exercice et qui l'ont réussi. Et cela va nous inspirer dans notre prochain exercice. D'accord? Donc, on va commencer. On va commencer tout de suite. Moi, je vais partager mon écran et puis on va commencer. Donc là, je partage mon écran. Je veux préciser ici qu'il y a une section, étant donné que c'est un webinaire, donc ce n'est pas le modèle habituel de téléconférence de LSV Coaching. Habituellement, on se voit, il y a l'interaction, on peut parler. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas parler, mais vous avez la section chat, ce que certaines personnes sont en train d'utiliser présentement pour me dire bonjour et puis d'où est-ce qu'ils suivent. Mais vous avez également la section questions-réponses. Je recommande fortement que ce soit dans cette section questions-réponses que vous mettiez vos questions pour qu'elles puissent être adressées, parce que si vous les mettez dans la section chat, ça sera mélangé à toutes les conversations qui seront en train d'avoir lieu et on pourrait manquer vos questions, d'accord? Donc, pour éviter cela, je vous inviterai vraiment à mettre toutes vos questions dans la section chat, OK? Là, je vais partager mon écran et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste un instant. OK. Voilà, donc je pense que tout le monde voit mon écran maintenant. Et je vais enlever certaines choses. Et on va commencer. J'espère que le week-end s'annonce bien pour tout le monde et que notre webinaire de ce matin sera bénéfique à tous pour les prochaines démarches de négociation de salaire. Alors, comme je l'ai dit, c'est un webinaire gratuit qui est offert par LSV Coaching et on parle aujourd'hui des astuces de négociation de salaire. Certainement qu'il y a certaines personnes parmi vous qui me découvrent pour la première fois et j'ai tenu à me présenter un tout petit peu. Donc, je suis Lucien Foral-Vanier, je suis entrepreneur, coach de carrière. Et ma mission, c'est de tout simplement aider les professionnels ambitieux qui plafonnent dans leur carrière à s'épanouir. Je suis également salariée, donc je suis spécialiste en emploi. Et avant tout ceci, j'ai exercé en tant que généraliste RH et recruteur pendant 8 années. Et j'ai fait cette reconversion pour avoir un profil de conseillère aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le webinaire sera fondamentalement des cas pratiques. Ne vous attendez pas à un cours, ne vous attendez pas à une formation. Ça sera vraiment des cas pratiques, de sorte que peut-être les autres cours que vous avez pu avoir sur la négociation du salaire, vous puissiez voilà, réellement les mettre en pratique lorsque vous aurez à faire votre exercice. Alors, il est bien de savoir déjà qui peut négocier. Il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent de faire leur négociation parce que peut-être elles ne se jugent pas aptes à le faire ou bien qu'elle ne devrait pas le faire ou bien elle ne mérite pas de le faire. Mais moi, je veux vous répondre ici que tout le monde peut négocier son salaire. Mais pour pouvoir embarquer dans cet exercice, il faut déjà avoir une bonne étude de marché. L'étude de marché est vraiment importante dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre de faire des demandes réalistes. Il y a des personnes qui vont en négociation et puis qui font des demandes super en dessous de ce qui est normal de demander. Et d'un autre revers, il y en a qui font des demandes mais vraiment trop au-dessus aussi de ce qu'il faut demander. Donc, l'étude de marché vient nous donner une idée de ce qu'on devrait demander en réalité comme salaire.
vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont accepté certaines positions parce qu'elles avaient peut-être des pressions financières. Donc, ce n'est pas forcément une position qui est à leur niveau, mais du fait des circonstances financières, elles vont embarquer, elles vont accepter un certain poste qui ne vient pas avec le salaire qu'il faut, mais elles sont à ce poste pendant un certain moment. Et lorsque vous rencontrez maintenant un poste qui correspond à votre niveau, vous n'allez pas faire votre demande de salaire sur la base du salaire que vous faites actuellement, parce qu'on s'entend que ce salaire que vous faites présentement, vous l'avez accepté par concours de circonstances, mais ce n'est pas un salaire qui est normalement à votre niveau. De ce fait, l'étude de marché va vous aider à aller chercher le salaire qui est réellement à votre niveau, donc le salaire que font les personnes qui occupent le type de poste que vous aurez éventuellement à gérer bientôt. Donc, l'étude de marché est vraiment importante. Après, il y a ces arguments qu'il faut apporter. On ne part pas en négociation parce que juste on veut négocier. Il y a toute une argumentation qu'il faut apporter et cela se prépare. Donc, quand vous avez l'étude de marché et que vous avez les arguments qu'il faut, la chose qui va couronner le tout, c'est votre confiance en soi. Votre confiance en soi, c'est celle-là qui vous dit que vous méritez le salaire que vous allez demander. Donc, vous vous êtes rendu compte de vos valeurs, vous avez une bonne estime de vous et vous vous positionnez pour aller faire la négociation du salaire. Donc, en réalité, lorsqu'on a toutes ces trois choses, ben, tout le monde peut se prêter à l'exercice de la négociation du salaire. Et justement, les études de cas que nous allons faire tout à l'heure vont être vraiment de réelles preuves pour vous dans ce sens-là. On a dit que ça ne serait pas un cours, mais on va quand même faire quelques petites définitions pour que chacun ait une certaine idée ou bien un rappel de ce que c'est que le salaire, de ce que c'est que la négociation. Moi, je suis allée avec la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui pour moi, quand même, est une définition complexe. Donc, cet institut-là définit le salaire comme le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur au titre du contrat de travail. Il comprend le salaire de base, mais aussi les primes, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, l'épargne salariale, d'autres indemnités et rémunérations annexes et les avantages en nature. Pour moi, ça, c'est une définition qui est vraiment complète parce que le salaire n'est pas seulement à titre pécunier, mais il y a aussi cet aspect concernant les avantages sociaux, ce que beaucoup de personnes omettent lorsqu'ils vont dans l'exercice de la négociation du salaire. Maintenant, quand on passe à la définition de ce que c'est qu'une négociation, je pense qu'on le sait tous. Et il n'y a pas 1000 façons de définir une négociation, c'est simplement une discussion entre les parties en vue d'un accord. Donc, ce n'est pas un rapport de force qu'on fait, mais chacun apporte une argumentation solide pour pouvoir trouver une entente. D'accord? Alors, quelles sont les parties qui sont impliquées dans la négociation, particulièrement quand on parle de négociation de salaire? Donc, il y a premièrement le candidat que vous représentez. Donc, vous êtes le candidat. Alors, vous venez à la négociation sachant que vous avez l'éducation, vous avez les compétences, vous avez l'expérience et vous avez tout un bagage à mettre à la disposition d'une entreprise. Donc, de ce fait-là, vous ne venez pas avec un rapport de force, mais vous venez avec les argumentaires qu'il faut pour pouvoir justifier le salaire auquel vous aspirez. Alors, après le candidat, nous avons aussi le recruteur. Donc, le recruteur, ça peut être un recruteur à l'interne de l'organisation, mais ça peut être également une agence de recrutement. Donc, le recruteur vient avec un budget à respecter. Mais lorsque vous vous positionnez comme une pelle rare pour le recruteur et comme un candidat avec une forte valeur ajoutée, en ce moment, le recruteur peut se permettre d'aller chercher le mieux, c'est-à-dire un surplus sur le salaire qui normalement est offert. Excusez-moi, je vais mettre... Voilà, comme ça, on ne sera pas dérangé. Donc, le recruteur, lui, parce que vous vous présentez comme un candidat à valeur ajoutée, lui, il sera apte à aller chercher un surplus pour vous. Mais initialement, il faut le séduire. Donc, le surplus que le recruteur va chercher, il va chercher ce surplus-là auprès de la troisième partie impliquée dans la négociation du salaire, qui est l'employeur. Donc, l'employeur, c'est la personne, en fait, qui prend cette décision finale-là. Mais sa décision finale est basée aussi sur les contraintes internes que cette personne a. Donc, ça peut être des contraintes opérationnelles, ça peut être des contraintes de coût, de rentabilité, ça peut être des contraintes liées au délai de recrutement, la grille salariale, les politiques de rémunération. Et c'est en tenant compte de toutes ces contraintes que finalement, cet employeur va décider si on doit augmenter le salaire pour cette pelle rare que le recruteur a détectée. Alors, le recruteur devient ici l'intermédiaire entre le candidat que nous sommes
et l'employeur, d'où l'importance de séduire le recruteur et de se positionner auprès de lui comme la personne incontournable pour le poste qui est affiché. D'accord? Alors, donc, quand est-ce qu'on définit que vous êtes une pelle rare ou bien quand est-ce qu'on définit que vous êtes ce candidat à forte valeur ajoutée? Vous êtes à forte valeur ajoutée lorsque vous avez des années d'expérience pertinentes, des années d'expérience concrètes dans le domaine, dans le secteur en question. Vous êtes à forte valeur ajoutée lorsque vous avez fait de bonnes études, vous avez étudié dans des universités de renom. Qu'on le veuille ou pas, ceci peut jouer en votre faveur lors d'une négociation de salaire. Une personne qui a étudié dans une université de renom, ça sous-entend qu'il y a une certaine rigueur dans le travail. Ça sous-entend qu'il y a il y a du professionnalisme dans ce que la personne fait, il y a du sérieux dans ce qu'elle fait. Donc, au regard de vos études et de l'université peut-être de laquelle vous avez été diplômé, ou bien même des notes que vous avez eues pendant votre parcours universitaire, ceci peut jouer en votre faveur lorsqu'on embarque aussi dans une négociation. On va en venir tout à l'heure lorsqu'on passera au cas pratique et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'avance ces différents arguments. Après, on est à valeur ajoutée lorsqu'on a aussi plusieurs cordes à son arc, lorsqu'on a des compétences transversales. Si je prends l'exemple d'un recruteur qui recherche voilà, un recruteur pour une entreprise, d'accord? Donc, on a un affichage de poste, on veut embaucher un recruteur. On s'entend bien qu'un recruteur va s'établir dans le département des ressources humaines. Et si ce recruteur-là a, par exemple, un background en paye, donc ce recruteur, dans son expérience professionnelle, a déjà fait de la paye, donc il sait un peu les rudiments, un peu de la comptabilité, il connaît un peu les rouages de la paye, ce nouveau recruteur qu'on va embarquer devient une valeur ajoutée dans la mesure où on peut lui confier aussi l'exercice de la paye. Alors que la paye peut être un poste entier. Donc, on pourrait décider d'embaucher une personne qui ferait la paye. Mais parce qu'on embauche aujourd'hui un recruteur qui a des compétences en paye, du coup, on ne viendra pas, on vient faire une économie en fait de budget de salaire, si vous voulez, à cause de ce recruteur qu'on embauche qui a cette autre corde à son arc. Donc, quand vous vous positionnez comme une telle personne, cela peut jouer dans la balance lorsque vous faites votre négociation. Alors, se positionner comme cette perle rare, c'est d'avoir de très belles expériences de travail, c'est d'avoir de bonnes études, d'avoir étudié dans de bonnes universités, pas forcément, mais surtout d'avoir fait de bonnes études et aussi et surtout d'avoir plusieurs cordes à votre arc, ce que vous justifiez pendant l'entretien et vous séduisez le recruteur avec ça. Alors, on va passer aux études de cas. Mais avant de passer aux études de cas, j'aimerais bien que vous répondiez à un sondage super rapide pour me donner juste une idée de l'audience que j'ai. Donc, sur vos écrans présentement apparaît un sondage. C'est vraiment rapide. Répondez-y rapidement et puis on va poursuivre. D'accord? Donc, on attend que les réponses descendent. C'est en train de rentrer, c'est en train de venir, c'est en train de venir. Répondez-y rapidement pour qu'on puisse avancer dans notre séance. D'accord? Voilà, les réponses sont en train de venir. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas encore répondu. Répondez rapidement. La question est vraiment simple. Est-ce que vous avez déjà négocié? Voilà, c'est tout. C'est vraiment simple comme question. Voilà, donc on a 50%. Nous sommes c'est drôle quand même. Donc, 50% ont déjà fait des négociations et 50% n'en ont jamais fait. Parfait, parfait. C'était vraiment pour avoir une idée de l'audience que j'ai ici ce matin. On va poursuivre avec notre présentation. Alors, 50% ont déjà essayé la négociation, 50% ne l'ont pas encore fait. Ceux qui l'ont essayé, peut-être ils ont gagné leur négociation, d'autres n'ont peut-être pas gagné, ça n'a peut-être pas été une très belle expérience. Mais aujourd'hui, les études de cas que nous allons couvrir vont vous aider pour les prochaines négociations, que vous l'ayez déjà fait avant ou que vous ne l'ayez jamais fait. Absolument, ces études de cas vont vous servir. Alors, on prend le premier cas ici. Je viens expliquer mon expérience personnelle. C'était mon tout premier exercice de négociation de salaire et mon tout premier stage que je recherchais. J'ai voulu couvrir cette étude de cas parce que il y a forcément parmi nous peut-être des débutants, des étudiants qui, pour eux, peut-être parce qu'ils sont étudiants, ne devraient pas faire de négociation. Et moi, je viens vous expliquer ici, moi, je l'ai fait et ça a été à mon avantage. Alors, lorsque je graduais de mon bachelor en ressources humaines, il me fallait un stage.
Et voilà, j'ai envoyé une candidature spontanée. J'ai été appelée par le recruteur qui m'offrait un stage. Donc, j'ai passé normalement les entretiens. Pendant l'entretien, on ne m'a pas posé de questions sur le salaire parce que, bien entendu, c'est un stage et généralement, les stages ne sont pas rémunérés. Jusqu'ici, je suis correcte. Donc, après, on m'envoie une offre de stage écrite. Et là, finalement, moi, je décide de négocier une prime de transport. Alors, le stage m'intéresse, le stage va contribuer à mon apprentissage. Je vais avoir une ouverture sur le monde de l'emploi à travers ce stage, mais d'une autre partie, je vais être une valeur ajoutée pour le département des ressources humaines parce que j'ai étudié les ressources humaines et je n'ai pas seulement étudié le recrutement, mais j'ai étudié bien d'autres aspects des ressources humaines qui vont forcément être utiles dans ce département-là. Et puis, je suis jeune, je suis nouveau diplômée, voilà, j'ai encore la hargne, je suis motivée. Donc, ça ne me dérangerait pas de passer partout, en fait, dans le département des ressources humaines. Je suis aussi flexible et puis j'apprends rapidement. Donc, je mets tout ceci de l'avant et je vais faire ma négociation. Alors, donc, lorsque je négocie ma prime de transport, finalement, le recruteur décide de m'accorder il convertit simplement le stage en un poste d'assistant aux ressources humaines, pardon, d'assistant au recrutement. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une prime de transport, finalement, j'ai carrément un poste d'assistant aux ressources humaines. Alors, qu'est-ce qui a joué dans la balance ici? C'est vraiment juste oser. D'accord? Si vous n'osez pas, le seul regret que vous aurez, c'est de n'avoir pas essayé. Alors, essayez tout en ayant à l'esprit que vous n'allez pas faire un rapport de force, mais vous avez toutes ces compétences-là qu'il faut, qui vont être à la disposition de l'entreprise. Vous n'avez certes pas encore d'expérience, vous demandez un stage, mais vous êtes aussi zélé pour pouvoir aider le département, pour pouvoir passer partout. Vous apprenez rapidement, vous êtes jovial, vous êtes enthousiaste et vous êtes prêt à faire le boulot. Donc, essayez tout simplement. La seule mauvaise réponse qu'on vous donnerait, c'est de dire que malheureusement, et puis les recruteurs sont vraiment polis. Malheureusement, on n'a pas de budget pour vous donner, pour vous accorder une quelconque prime ou pour vous accorder un quelconque salaire. Et voilà, c'est la mauvaise réponse que vous pouvez avoir. Donc, juste vraiment oser, comprendre que vous avez de la valeur, vous pouvez l'obtenir, oser, et puis cela va vous ouvrir des portes. Lorsqu'on passe au deuxième cas, nous avons ici le cas d'un candidat, donc d'une cliente qui, elle, était sous-payée pendant plus de 3 années. Donc, elle était à un poste où elle était sous-payée, elle était malheureuse, ses journées étaient difficiles et elle voulait finalement changer. Et lorsqu'elle venait à nous, il fallait déjà rétablir cette confiance en soi. Il fallait déjà repositionner les choses au bon endroit avant d'embarquer dans un quelconque processus de recherche d'emploi ou même de négociation de salaire. Donc, on travaille sur sa personne, sur ses valeurs, sur ce qu'elle recherche vraiment. Et finalement, elle applique à un poste dont la tranche de salaire se situait jusqu'à 90 000 $ annuels. Elle applique au poste, elle passe les entretiens, on lui prépare également, elle passe aux entretiens. Et le recruteur lui fait une offre autour de 67 000 $ annuels. Bien entendu, lorsqu'on lui a demandé ses attentes salariales, elle a donné une tranche entre le 60 000 et le 80 000. Donc, le recruteur ne s'est pas dérangé à lui envoyer 67 000 parce que ça s'établissait dans la tranche qu'elle a définie. Et finalement, elle part vers le recruteur et elle leur dit que, au regard de mon expérience, je ne peux pas travailler en dessous de 70 000. J'aimerais qu'on revoie le salaire à la hausse. Je comprends que cela s'établit dans la tranche que j'ai donnée, mais j'aimerais quand même qu'on revoie la hausse au regard de tout ce que je suis prête à apporter au sein de l'organisation. Alors, le recruteur n'hésite pas. Le recruteur lui revient avec un salaire qui est à 70 000. Pourquoi? Parce qu'elle a dit au recruteur que je ne peux pas travailler en dessous de 70 000. Donc, le recruteur se dit, OK, donc accordons-lui 70 000. De toute façon, pour ce poste-là, on allait jusqu'à 90 000. Donc, on lui accorde 70 000. Et c'est maintenant que ma cliente me revient pour me dire, Symphoral, franchement, finalement, le recruteur m'a donné 70 000, mais je suis dans une situation quand même bizarre parce que le 70 000, ça ne me convient plus. Pourquoi? Parce qu'elle est allée se renseigner auprès de ses amis qui occupent le même type de poste et qui sont au-dessus de 70 000. Donc, des personnes avec qui elle a fait l'école et qui aujourd'hui sont au-dessus de 70 000. Mais là, on se met dans une situation un peu difficile. Alors, quelle est la carte qu'on peut jouer? Donc, avant même d'aller reparler au recruteur, donc on lui demande d'aller parler avec son employeur. Donc, elle essaie, c'était vraiment dans une rencontre très informelle, vraiment une rencontre informelle avec son employeur qui lui dit que dans les prochaines semaines, prochains mois, il pourrait lui accorder un poste qui lui va environner le 80 000 $ annuels. Il ne lui a pas dit comme ça, mais elle allait selon le poste que
l'employeur a défini, ils ont une grille salariale vraiment très transparente et elle voit que si ce poste-là, elle l'a, elle sera autour de 80 000 dollars annuels. Donc, on utilise cela comme argumentaire et elle part donc voir le recruteur et dit, mon employeur serait prêt à m'offrir un poste qui lui va environner le 80 000 dollars annuels. Par contre, je suis vraiment intéressée à évoluer dans ce nouveau secteur d'activité dans lequel vous évoluez et au regard de toute mon expérience, je ne veux pas perdre cette opportunité que vous m'offrez. Est-ce qu'il y a encore possibilité d'augmenter le 70 000 dollars que vous m'offrez? Vous voyez, là, c'est un candidat qui quand même, c'est-à-dire qu'elle serait un peu en train de taper sur les nerfs du recruteur. Mais le recruteur détermine qu'il a ici une perle rare, une personne qui a évolué dans le domaine depuis des années, qui a fait une très bonne université, qui a toute l'expérience qu'il faut et qui pourrait être une valeur ajoutée pour le département. Et le moment où la dame ou le candidat vient faire encore cette demande d'augmentation, le recruteur a déjà trop évolué dans son processus pour décider d'aller répondre à zéro tout le travail d'affichage du poste, tout le travail de passer des entretiens ou bien même tout le travail d'établir encore une négociation avec un quelconque autre candidat. Donc, au regard du calibre de ce candidat, le recruteur va accepter d'aller maintenant parler avec la troisième personne impliquée dans la négociation du salaire qui est l'employeur. Donc, le responsable du poste. Et après discussion avec le responsable du poste, finalement, on vient avec une offre de 70 000 dollars annuels, avec une promesse que le salaire, donc avant même que cet employé-là soit embauché, il était déjà préalablement établi dans l'organisation que les salaires seraient réévalués et que tous les membres de l'organisation auraient une certaine augmentation. Donc, on lui promet que les salaires seraient réévalués dans quelques temps. Donc, elle accepte le 78 000, qui n'est pas loin de 80 000. Donc, elle accepte le 78 000. Et quelques mois, 2 à 3 mois après, elle me recontacte pour me dire que la compagnie a vraiment tenu sa promesse. Les salaires ont été réévalués et elle est aujourd'hui à près de 100 000 dollars annuels. Donc, une personne qui était autour de 57 000 s'est retrouvée en une année facilement à presque doubler son salaire. Ça a pris initialement qu'elle ait confiance en elle. Ça a pris initialement qu'elle réalise qu'elle vaut réellement le salaire qu'elle est en train de demander. Ça a pris initialement qu'on fasse des exercices et qu'il y ait une très bonne confiance en soi pour aller faire cette négociation. Alors, c'est vraiment possible. Parfois, ne vous sentez pas en train de taper sur les nerfs du recruteur. Du moment où vous êtes vraiment poli dans votre demande, du moment où vous êtes poli dans votre quête, vous pouvez encore pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on vous dise qu'on a atteint notre limite, on ne peut pas vous donner plus que ça. Ça, c'était le deuxième cas. On a le troisième cas de cette cliente qui, elle, était super timide et malmenée à son lieu de travail. Dans son cas, ce qui se passait, c'est qu'elle était à une position où elle venait à former les nouveaux embauchés. Et à sa grande surprise, les personnes qu'elle formait gravissaient les échelons et pas elle. Peut-être que certaines personnes vont se trouver dans ce cas où vous êtes en entreprise, vous formez des gens, de nouveaux arrivent, mais vous êtes là toujours à votre même bureau, à votre même poste et ces personnes-là évoluent en grade, mais pas vous. Parfois, c'est une injustice qu'on supporte mal, qu'on supporte difficilement. Elle en avait marre, elle voulait changer. Et donc, elle m'approche, elle me dit, Symphoral, voilà, heureusement, elle venait vers moi ayant déjà des entretiens en cours. Donc, on la prépare pour ces entretiens et arrive le moment de négocier le salaire. Dans son cas, par exemple, ils n'ont même pas posé la question du salaire pendant l'entretien et les salaires n'étaient pas indiqués sur les affichages de poste. Lorsque les salaires ne sont pas indiqués sur les affichages de poste, abstenez-vous d'aborder le sujet si le recruteur ne l'a pas abordé avec vous. Ça, c'est vraiment la règle qui est là. Si on n'aborde pas le sujet de salaire avec vous, ne l'abordez même pas, jusqu'à ce que vous ayez une offre d'emploi. Lorsque vous avez l'offre, c'est là que tout se joue. C'est là qu'on apporte tout l'argumentaire qu'il faut. C'est là qu'on apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir convaincre le recruteur. Et lorsqu'elle reçoit donc son offre, elle décide de négocier parce que là, il y avait maintenant une certaine confiance en soi qui était établie, une certaine estime de soi qui était établie. Elle décide de négocier. Donc, elle apporte un chiffre au recruteur qui lui revient et lui apporte une proposition en dessous du chiffre qu'elle a proposé. Elle ne se rétracte pas là. Elle continue pour dire que pour tout ce que je suis prête à faire et pour les projets sur lesquels je vais travailler et pour la valeur ajoutée que je vais apporter à votre entreprise, j'aimerais vraiment qu'on s'en tienne à ma proposition.
Donc, le recruteur repart et lui revient et lui dit, Madame, OK, il n'y a pas de problème, on va vous accorder votre salaire. C'est-à-dire que à cause de tout ce qu'elle a vécu dans l'entreprise passée, elle n'était pas prête à aller à un salaire en dessous de ses attentes. Donc, elle s'en tient à ses attentes jusqu'à ce que cela lui soit accordé avant de signer son offre. Donc, tout se joue lorsque vraiment vous avez cette offre-là. Tant que vous n'avez pas l'offre et que le recruteur n'aborde pas le sujet du salaire, on ne l'aborde pas non plus. Quand on a l'offre, on va lui rassembler tous les arguments qu'il faut pour pouvoir gagner la négociation. On a ce troisième cas donc d'une cliente qui, elle, a passé plus d'une dizaine d'années dans une entreprise où le salaire était sous-évalué. Et cela arrive dans bien de cas. Des personnes qui acceptent des positions et qui n'ont pas peut-être l'opportunité de bien négocier le salaire, finalement, on a un salaire qui est en dessous de ce qui est offert sur le marché. Et comme je le disais à l'entame, lorsque vous avez un salaire qui est en dessous de ce qui est offert sur le marché, pour peu importe, je ne sais quelle raison, peut-être que vous avez accepté le poste parce qu'il vous fallait rapidement avoir un emploi et vous êtes parti avec le salaire qu'on vous a donné. Lorsque, à tête reposée, vous avez l'occasion de pouvoir discuter de salaire, aller avec ce qui est donné sur le marché du travail et non pas en fonction de ce que vous faites. Sinon, vous pourrez vous retrouver encore à être sous-payé pour les prochains 3 ans, pour les prochaines 5 années que vous aurez à passer dans cette entreprise-là. Encore une fois, d'où l'importance de faire l'étude de marché. Donc, celle-là, elle est à cette entreprise et voilà, elle est sous-évaluée et elle veut finalement faire le bon, elle veut faire le changement. Alors, elle passe tout l'entretien, elle passe tous les exercices et là, elle fixe ses attentes salariales. Donc, délibérément, le recruteur lui demande quelles sont ses attentes salariales. Elle donne ses attentes sans hésiter. Et lorsqu'on lui demande de soumettre, par exemple, son bulletin de salaire, elle décide de ne pas donner le bulletin de salaire parce que, bien entendu, je suis sous-évaluée, je suis sous-payée à mon poste actuel. Si je vous donne mon bulletin de salaire, mais vous allez me donner un salaire en fonction de celui-là, ce qui va me rendre encore sous-payée sur le marché du travail pour les prochaines années que je vais passer avec vous. Donc, elle n'offre pas son bulletin de salaire. Et le recruteur, donc, lui vient avec une offre qui est en dessous de ses attentes. Quel est l'exercice qu'on fait par après? C'est de dresser un tableau du salaire actuel qu'elle fait et de tous les avantages dont elle bénéficie avec son employeur actuel. Donc, on définit ce tableau et en fonction de ce tableau, elle va négocier le salaire à la hausse. Elle va décider de renoncer à certains avantages pour pouvoir accroître son gain financier. Donc, ce tableau est vraiment important. C'est un tableau très transparent que vous allez définir avec tous les avantages que vous avez. Et en dressant le tableau, peut-être que vous pouvez omettre certains éléments, mais en évoluant dans votre négociation, vous pouvez vous rappeler que, ah tiens, j'ai ci et ça que je peux réclamer. J'ai peut-être le parking que je n'ai pas indiqué. J'ai peut-être le forfait téléphonique que je n'ai pas indiqué. Donc, vous vous rappelez de tout ce dont vous bénéficiez présentement, ce à quoi vous pouvez renoncer pour pouvoir peut-être augmenter le salaire, donc l'argent, ou ce que vous aurez à réclamer davantage. Et donc, dans son cas, elle va obtenir une augmentation du salaire. Elle va renoncer au car plan parce qu'en réalité, c'est quelque chose dont elle n'avait pas besoin du fait qu'à son entreprise passée, elle avait quand même une voiture qui est en bon état, qui peut servir aux mêmes fonctions qu'elle va désormais occuper. Donc, elle renonce donc au car plan et du fait qu'elle va renoncer au car plan, l'argent qui était consacré à ce car plan va devenir en quelque sorte comme un salaire. C'est-à-dire qu'elle va percevoir son salaire mensuel qui a été augmenté et elle va recevoir encore cette prime, ce montant du car plan qui va constituer un ajout sur le gain financier qu'elle va faire. Et en plus de cela, elle va obtenir le remboursement de cette dette d'études qui se lève à plus de 5 millions de francs CFA si ce nouvel employeur reçoit une lettre de son employeur actuel. Donc, voici tout ce qu'elle gagne en ayant rédigé ce tableau, en ayant son sang-froid, mais aussi et surtout en sachant qu'elle avait derrière elle 2 personnes qui la motivaient et qui l'accompagnaient dans cet exercice-là. Je veux bien entendu parler de moi et de Rachel Yuan-Kofi avec qui je travaille maintenant. Donc, toutes les 3, on a fait l'exercice ensemble et c'est avec beaucoup de sérénité. Cette négociation a été rude et très longue, mais personne n'était prêt à lâcher. Je veux dire, de notre côté, il y avait une personne qui était sur le front, mais il y avait 2 autres personnes en arrière
qui motivait tout ce travail-là. Personne n'était prêt à lâcher parce qu'on savait qu'on pouvait obtenir certains avantages, on pouvait obtenir une certaine augmentation. Et c'est là son témoignage, comme vous le voyez à l'écran. Ça, c'est dans le réseau des professionnels ambitieux, un groupe WhatsApp qu'on a, où elle nous décrit, où elle nous remercie de l'avoir accompagnée dans chaque étape de ce processus, que ce soit au niveau des entretiens d'embauche jusqu'à la négociation du salaire. Donc, voici comment est-ce que, en prenant le soin d'établir et de rédiger tout ce que vous avez pour vous présentement et tout ce que vous voulez obtenir, lorsque tout est clair pour vous, c'est vraiment avec beaucoup de sérénité que vous allez à votre négociation. Après, les arguments vont se situer autour de vos expériences de travail, des types de projets sur lesquels vous avez eu à travailler, de votre dynamisme et de votre aptitude à faire le travail qui vous est offert. Donc, des cas comme ça, on en a beaucoup. Je ne vais pas m'étaler parce que cette téléconférence, ce webinaire ne se veut pas long. Voici quelques cas que je vous ai exposés. Il y en a bien d'autres témoignages sur notre site internet que vous pourriez aller voir. Mais en réalité, ce que je veux que vous reteniez, c'est que lorsqu'on parle de négociation, on parle de l'aspect pécunier et des avantages sociaux. Lorsque vous négociez un salaire, vous pouvez facilement avoir 2 500 000 francs CFA. Mais si vous perdez beaucoup d'avantages sociaux à la fin de la journée, vous n'aurez pas fait une bonne négociation. Donc, toujours garder à l'esprit que je négocie mon salaire, mais je négocie aussi mes avantages. D'où l'importance de faire ce tableau-là qui va rendre les choses vraiment très transparentes pour vous. Alors, il y a aussi parfois cette question de savoir quoi répondre si vous ne voulez pas donner votre bulletin de salaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes rencontrent. Je ne veux pas donner mon bulletin de salaire. Alors, qu'est-ce que je dis aux recruteurs? Voici quelques phrases que nous, habituellement, on utilise. Si vous ne voulez pas donner votre bulletin de salaire, vous pouvez tout simplement dire « Je souhaite que nous allions sur la base de mes attentes salariales et de votre grille salariale, tout en sachant que je suis ouvert à la négociation. Au moment venu, je suis convaincu que nous trouverons une entente. » Ça, c'est une phrase simple que vous pouvez avancer aux recruteurs. On a une cliente qui, elle, a dit, par exemple, je suis liée par une politique de confidentialité parce qu'elle ne voulait pas donner son bulletin de salaire. Elle dit, et elle, dans son cas, c'est au tout premier entretien d'embauche que le recruteur lui demandait son bulletin de salaire. Bon, à mon avis personnel, c'est quand même un peu trop, c'est trop tôt. Franchement, moi, je n'ai jamais fait de négociation de recrutement où je devrais demander le bulletin de salaire. J'ai entendu quelque part que les recruteurs aiment demander le bulletin de salaire de sorte que, en fonction de ce bulletin, ils définissent si oui ou non ils doivent avancer avec le candidat. Mais une simple façon de pouvoir avancer avec un candidat, c'est de savoir ses attentes salariales. Que son salaire sous son bulletin, pardon, que son salaire sur son bulletin soit très peu, ça n'a pas d'importance, mais qu'est-ce que la personne voudrait avoir désormais comme salaire? C'est ce qui est plus important. Quand vous demandez cela à un candidat, si ça ne rentre pas dans votre budget, vous ne continuez plus tout simplement. Alors, ce candidat-là, ce premier entretien, a dit tout simplement que je suis lié par une politique de confidentialité à l'interne. Je ne peux pas divulguer mon salaire à ce stade du processus, mais si on évoluait, je pourrais le présenter. Pour l'instant, je préfère que nous allions sur la base de mes attentes et de votre grille salariale. C'est vraiment respectueusement, quoi. Excusez-moi. Voilà, c'est une phrase très décente que vous pouvez avancer et puis ne pas donner votre bulletin de salaire. Après, ils peuvent définir de ne pas continuer avec vous parce que vous n'avez pas donné le bulletin de salaire, mais une chose est sûre, c'est que vous n'étiez pas non plus prêt à aller travailler à un salaire qui est inférieur à vos attentes salariales. Donc, voici là quelques phrases que vous pouvez, par exemple, utiliser. Maintenant, comment contourner la question du salaire? Parce que, veut pas, à certains entretiens d'embauche, la question du salaire revient. Comment est-ce qu'on contourne cela? À ma dernière négociation, donc au poste où je suis présentement, ce poste-là, lorsqu'il a été affiché, le salaire n'était pas fameux. Ce n'est pas le salaire pour lequel je travaillerais. Mais j'étais dans une posture où je voulais changer mon profil. Donc, je voulais plus devenir conseillère. Donc, étant donné que c'était un poste de conseiller, j'ai décidé d'appliquer. J'applique au poste, mais j'avais ma petite idée derrière la tête. Alors, quand vient le moment, la question du salaire, parce que je ne voulais pas, parce que le salaire que j'ai vu sur l'offre ne m'intéressait pas, j'ai dit tout simplement aux recruteurs cette phrase que je vous ai mise ici. Vous êtes des experts dans le domaine. Je sais aussi que vous savez apprécier les candidats à leur juste valeur. Alors, je vous laisserai le soin de me venir avec une proposition et je suis convaincue que nous trouverons une entente. C'est comme ça que j'ai contourné la question du salaire. Et à ma grande surprise,
lorsque le recruteur est parti, ils me sont venus avec une autre position. C'est-à-dire qu'au regard de tout ce que je leur avais expliqué pendant l'entretien, ils m'ont donné un poste qui est bien supérieur au poste pour lequel j'avais vraiment appliqué. Bien entendu, le salaire devenait alors plus gros que le salaire initial. Alors, imaginez-vous que j'avais donné peut-être une entente ou bien que je leur avais dit que ce que j'ai vu sur l'offre me convient. Peut-être qu'on ne m'aurait jamais donné un autre poste et j'aurais eu un salaire avec lequel je serais frustrée pour les prochaines années à passer au sein de cette entreprise. Donc, quand on me vient avec cette nouvelle position, c'est un meilleur salaire. Je ne m'en tiens pas à ça, je vais quand même négocier. C'est un peu mon côté gourmand. Je vais quand même négocier. Et là, je négocie et je leur dis, je constate que vous m'offrez un autre poste qui est vraiment intéressant. Je vous remercie pour ça. Par contre, pour ce poste que vous m'offrez, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus. Bon, c'est ma gourmandise. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Et la dame qui me dit, malheureusement, on n'a pas d'autre budget, on ne peut pas augmenter ce salaire-là. Je lui dis, OK, mais je sors une autre carte. Je leur dis, en ce moment, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le parking? Parce que à mon poste antécédent, je dépensais facilement $250 par mois dans le parking. Et je ne voulais pas être confrontée à ça parce que si je dois dépenser $250 par mois à la fin de la journée, mon salaire est beaucoup réduit. Donc, je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir un parking? Et elle me dit, ah tiens, à ce niveau, OK, on pourrait faire quelque chose. On a 2 sites. Donc, on a un site où le parking est gratuit. Initialement, vous devez travailler au site où le parking n'est pas gratuit. Mais si vous voulez avoir une aide pour le parking, donc on va vous faire travailler sur le site où le parking est gratuit. Je venais là facilement de sauver $3,000 annuels en parking. Donc, $3,000 annuels qui auraient été déduits du salaire que j'allais faire. Mais du fait d'avoir négocié et d'avoir sorti cette carte-là en deuxième position, cela m'a valu de sauver ce $3,000 annuel. Voilà. Donc, quand vous voulez, c'est bien de vouloir de parfois contourner la question du salaire. Par contre, il y a des recruteurs qui tiennent mordicus à ce que vous leur veniez avec un chiffre. Donc, lorsque vous allez avec cette phrase pour contourner la question du salaire, ayez aussi à l'esprit quand même une tranche de salaire, voilà, des chiffres. Si éventuellement on insiste pour que vous donniez un chiffre. D'où l'importance, encore une fois, de faire cette étude de marché qui va vous permettre de venir avec un chiffre raisonnable et réaliste. D'accord? C'est ça, et réaliste. Donc, vous venez avec le chiffre quand même qui est en background et lorsque vous contournez la question du salaire et que le recruteur insiste pour avoir des chiffres, vous avez quand même un intervalle à donner. Il ne faut pas que ce soit un intervalle très vaste, mais un intervalle quand même raisonnable. D'accord? Donc, voici quand même une façon de contourner cette question. Je vous ai ici présenté quelques études de cas. Il y en a bien d'autres qu'on ne va pas couvrir ici, mais tout ceci se fait dans un programme que LSV Coaching offre. C'est un programme d'accompagnement. Bien entendu, avant de parvenir même à la question du salaire, il faut initialement appliquer avec un CV qui nous aurait défendu avant même qu'on en vienne à la question du salaire et tout ce qu'il faut. Donc, on a un programme complet qui, lui, va commencer par un bilan de carrière. Le bilan de carrière va justement nous aider dans notre argumentaire parce que grâce au bilan de carrière, on va pouvoir déceler toutes nos histoires de succès qui vont nous servir dans notre négociation. Donc, on fera le bilan de carrière. Il va nous permettre également de relever les compétences qu'on a. Et sur la base de ce bilan, on va rédiger un CV qui est convaincant. Encore aujourd'hui, il y a des professionnels qui rédigent leur CV sans parler de leur réalisation. C'est important d'indiquer, d'accord, dans certaines parties de votre CV, certaines réalisations que vous avez eu à faire. Donc, on rédige le CV, après on le traduit en anglais. On le traduit en anglais pour ne pas manquer les opportunités d'appliquer à des postes qui sont en anglais lorsqu'on est dans un pays francophone, parce qu'on en trouve encore des postes dont les affichages sont en anglais, bien que ce soit dans des pays francophones. Donc, pour ne pas manquer ces opportunités, on traduit le CV en anglais, mais on va aussi préparer chaque entretien d'embauche individuellement, tant en français qu'en anglais au besoin. D'accord? Donc, on prépare individuellement chaque entretien d'embauche jusqu'à ce que vous ayez une offre. Et lorsque vous avez l'offre et que vous voulez négocier le salaire, on vous offre aussi un coaching. Donc, exactement le même exercice qu'on a fait avec les autres candidats pour que vous puissiez réussir votre négociation de salaire. Et lorsque vous faites votre prise de fonction, quelque temps après, on s'assoit encore avec vous pour faire cette planification de la carrière. Donc, c'est un programme ça n'a pas de durée déterminée. Il est basé sur l'atteinte des résultats. Donc, le premier résultat étant donc l'ascension à cette promotion ou bien l'acquisition de ce nouveau boulot qui vient avec qui est réellement une promotion. C'est vraiment ça le premier résultat. D'accord? Donc, il n'y a pas de durée déterminée pour ce programme-là.
Et les avantages suivants avec ce programme-là, c'est que vous allez donc accéder à notre académie en ligne. C'est l'espace où justement vous allez vous-même faire l'ébauche de votre CV parce que notre but, c'est de vous équiper à faire votre CV et à pouvoir le changer à n'importe quel moment de votre carrière parce qu'il y a des CV bien adaptés lorsqu'on poursuit dans la même carrière et des CV adaptés lorsqu'on fait par exemple un changement de carrière. Donc pour avoir suivi ces modules-là sur notre plateforme de cours en ligne, vous êtes apte à pouvoir faire votre changement de carrière à n'importe quel moment et à rédiger un CV qui est propice à cela. Donc, vous avez l'accès à cette académie en ligne, c'est un accès à vie. Vous avez également un accès à vie à notre groupe WhatsApp qui se veut un groupe de développement professionnel, mais aussi surtout un groupe de réseautage et de développement personnel. C'est un super groupe. Je pense qu'il y a des gens du groupe ici et vous, franchement, c'est déjà une valeur ajoutée d'être dans ce groupe-là. Et aussi, l'autre avantage d'être dans ce grand programme, c'est de pouvoir adapter vos CV à chaque affichage de poste. Malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui rédigent le CV une fois et on utilise le même CV pour appliquer à tout type de poste. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut pouvoir parler le langage du recruteur. Il faut pouvoir avoir les éléments, les mots-clés qu'il faut pour pouvoir avoir une longueur d'avance lorsqu'on envoie son application. Donc, si vous voyez un affichage de poste auquel vous voulez appliquer et que vous adaptez le CV et que vous n'êtes pas sûr que vous avez tous les mots-clés, vous pouvez nous contacter et puis ensemble, on va s'assurer que les mots-clés sont là avant que vous envoyiez votre application. Donc, c'est un programme complet, c'est un programme où on veut vraiment vous prendre vraiment par la main, OK, et vous accompagner à chaque étape du processus. Donc, vous pouvez, voilà, c'est un programme qui serait beaucoup avantageux pour vous. Et si vous décidez d'aller pour ce programme complet-là, il est à $600, donc il est l'équivalent de 360 000 francs CFA, ou vous pouvez payer aussi en 3 paiements, donc 3 paiements de 220 dollars ou 3 paiements qui est l'équivalent de 3 paiements de 135 000 francs CFA. À part de ça, il y a aussi la formule bêta de ce même programme. Et avec cette formule bêta, on va faire le bilan de carrière, on va rédiger le CV et on va le traduire en anglais. Également, vous allez faire partie donc, de cette académie en ligne et du super groupe WhatsApp. Donc, si vous allez pour la formule bêta, celle-là va vous revenir à 460 dollars, donc qui est l'équivalent de 270 000 francs CFA si vous payez en un coup. Mais si vous voulez payer en différents versements, donc vous avez la possibilité de faire deux versements de 250 dollars qui est l'équivalence de 150 000 francs CFA. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, les paiements peuvent se faire par PayPal, par carte de crédit, sur notre site Internet, au www.lsvcoaching.com. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp si vous voulez faire ces paiements en ligne, au numéro WhatsApp qui est là, donc le +1 778 922 03 49. Pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez faire un virement Interac au courriel qui est là, donc professionnel ambitieux, professionnel au pluriel, à commercial@gmail.com. Vous pouvez également, si vous êtes par exemple du côté d'Abidjan ou de la sous-région en Afrique, vous pouvez faire un dépôt bancaire, donc aux informations bancaires qui sont là. On a également la possibilité de payer par mobile money, donc avec des numéros Orange et MTN qui s'affichent à l'écran. Et également, vous pouvez faire un MoneyGram, un Western Union qui me viendrait ici au Canada avec les informations que vous avez là. Alors, moi, j'aimerais vraiment échanger avec vous pour savoir réellement dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez, quel est l'état de votre carrière présentement pour savoir dans quelle mesure est-ce que LSV Coaching pourrait vous accompagner. Donc, quand je dis LSV Coaching, c'est accompagné aussi de Rachel Lyon-Kofi. Donc, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner et pour le faire, cela va passer par une consultation gratuite. D'accord? Donc, pour réserver votre consultation gratuite, vous allez sur notre site Internet. Et quand vous réservez la consultation, c'est vraiment important de suivre les étapes qui sont décrites ici. Donc, vous allez confirmer votre fuseau horaire. Après, vous allez choisir une date de rendez-vous et remplir le formulaire d'évaluation. C'est super important, sans quoi il ne peut pas avoir de rendez-vous. Sur le formulaire, on ne l'a pas, on ne pourra pas assez préparer ce rendez-vous et de ce fait-là, le rendez-vous sera annulé. D'accord? Donc, c'est important de passer à travers ces différentes étapes. Alors, on va passer à la section des questions et réponses. J'imagine qu'on en a des questions et réponses ici. Je dis des questions et des réponses. On en a des questions certainement. Alors, OK. Donc, comment négocier? J'ai ici la question. OK, c'est une personne anonyme. Comment négocier? Juste un instant, je vais agrandir ça. OK. Comment négocier l'augmentation en sachant que le salaire est en dessous des responsabilités et des salaires des personnes dans l'organisation? C'est au recrutement qu'il y a eu à ANAC en parlant d'une augmentation par rapport au précédent salaire. OK, je vais être sûre de comprendre cette question-là. Donc, comment négocier l'augmentation en sachant que le salaire est en dessous des responsabilités et des salaires des personnes dans l'organisation?
OK, donc vous avez peut-être pris vent du fait que le salaire que les personnes font dans l'organisation est beaucoup supérieur à ce qu'on veut vous offrir. Ben, dans ce cas-là, faites la négociation avec ce que vous savez. C'est encore là l'importance de l'étude de cas. Donc, quand on parle pardon, de l'étude de marché, quand on parle d'étude de marché, ce n'est pas d'avoir un rapport bien défini d'une organisation reconnue, mais l'étude de marché peut être aussi simplement aller se renseigner auprès d'anciens collègues ou bien auprès de personnes évoluant dans l'entreprise. C'est ce qui serait votre cas ici. Vous avez pris vent du fait que voici le salaire qui est offert pour ce type de poste. Alors, c'est ce que vous allez proposer à votre négociation, dire que vous, votre attente salariale se situe autour de ce montant. Et puis voilà, la négociation part de là. J'espère avoir répondu à la question. Après, j'ai Ibrahim qui me demande bonjour Lou, merci pour votre brillante présentation et pour ce webinaire. Ma préoccupation est la suivante. J'étais salarié pendant plus d'une dizaine d'années comme enseignant dans un pays étranger. À la fin de mon contrat, je suis rentrée chez moi. Après 3 ans de recherche de travail, je viens de trouver un contrat d'une année avec un salaire pas du tout consistant, mais qui peut me permettre au moins de payer mon loyer, mes factures, ce que je n'avais pas depuis mon retour au pays. Je suis représentant d'une entreprise qui fait dans l'enseignement d'une langue à distance. Comment pourrais-je renégocier mon salaire à la fin du contrat? Déjà, tu ne peux pas négocier ton salaire à la fin du contrat. Okay? Quand le contrat a pris fin, il a pris fin. Mais ce que tu peux faire, si ce contrat-là vient avec, par exemple, une période d'essai, donc il faut maintenant jouer sur la période d'essai. C'est-à-dire qu'avant le 3 mois ou avant le 6 mois de période de probation, il faut que tu aies super bien performé, il faut que tu aies pris note de tes différentes performances et sur la base de cette performance, tu vas aller renégocier le salaire. Donc, sachant que tu as envie de négocier ton salaire à un certain moment, il faut maintenant vraiment donner vraiment le 100%. Il faut faire le extra miles pour pouvoir satisfaire et répondre aux attentes de cet employeur, de sorte que avant la fin de ta période d'essai, que tu puisses t'asseoir avec ton employeur et puis renégocier le salaire. C'est aussi l'occasion pour toi, à quelques moments, d'avoir des conversations informelles avec ton superviseur. Par exemple, tu débarques dans son bureau, vous parlez rapidement, vous avez les chats rapides, et puis après, tu lui demandes, est-ce que jusqu'ici, je réponds aux attentes? Est-ce que jusqu'ici, je suis en train de bien faire le travail? Juste pour voir juste pour tâter un peu si tu es en train de les satisfaire ou pas, pour que tu puisses t'améliorer en avançant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. Donc, de temps en temps, tu demandes comment est ta performance. Parfois, même, ça peut passer par un rendez-vous formel. Tu peux prendre un rendez-vous pour dire, j'aurais voulu échanger avec vous sur ma performance à date, juste m'assurer que tout se passe bien et que, voilà, je réponds à vos attentes. Parce que dans ta tête, tu te dis qu'avant la fin de ta période d'essai, tu aimerais réévaluer ton salaire. D'accord? Donc, ça serait ça mon conseil pour toi à ce niveau-là. Après, j'ai Lou, donc j'ai mon homonyme, salut Lou Guy, qui dit est-ce que nous pouvons négocier des avantages non numéraires si l'employeur offre un salaire moindre que nos attentes, si oui, lesquels? Bien sûr, vous pouvez négocier les avantages et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans certains cas que nous avons étudiés. C'est pour cela que c'est important d'établir ce tableau-là pour voir quels sont les avantages que vous aimeriez négocier. Par exemple, si j'ai une maman qui, elle, doit à un certain moment de la journée aller prendre ses enfants à la garderie, on va se dire qu'elle ne veut pas, voilà, elle aimerait bien partir un peu plus tôt. Donc, elle peut venir négocier une flexibilité de temps parce que c'est ce dont elle a besoin, en fait, la flexibilité des horaires. Voilà, parce qu'il faut qu'elle aille prendre ses enfants à la garderie. Ça, ce sont des choses qu'on peut négocier. Tout peut se négocier, en fait. Quelle est la chose dont vous avez besoin? Voilà. Quelle est la chose dont vous avez besoin? Parce que le but aussi d'une entreprise, c'est de mettre les employés dans la situation la plus confortable possible pour atteindre les objectifs de performance et de rentabilité. Donc, ils seraient prêts à vous donner, dans la mesure du possible, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous faire performer. Donc, tous les avantages sont possibles d'être demandés, mais assurez-vous que ce sont des avantages qui viennent avec le poste que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir un poste d'entrée et puis aller demander un avantage auquel a droit un manager. Voilà, donc il faut être raisonnable dans ce qu'on demande. Donc, ça serait ça ma réponse pour toi, Lou. Encore Lou, pouvez-vous nous donner des exemples de négociations qui ont échoué
et pourquoi aussi, quel pourcentage représente-t-il? Si je comprends ta question, tu veux savoir est-ce que j'ai déjà embarqué dans des processus de négociation avec des candidats qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'on en a? J'ai eu par exemple des candidats qui ont eu leur contrat de travail et puis ils ont estimé que le salaire leur convenait. Donc, on n'a même pas embarqué dans l'exercice de négociation. Voilà. Maintenant, des négociations qui n'ont pas abouti. Par exemple, l'exemple de la dame qui a passé plus d'une dizaine d'années dans une entreprise, elle n'a pas atteint le summum de ce qu'elle voulait. Elle n'a pas atteint sa prétention salariale initiale, mais on a joué sur certains avantages ici et là pour qu'elle soit confortable. Parce qu'il y a ce que vous voulez, il y a votre idéal et il y a ce en dessous de quoi vous ne pouvez pas aller. C'est ce qui est important. Tant que vous n'êtes pas en dessous de ce qui est le minimum pour vous, on considère cela comme une négociation gagnée. Voilà. Tant qu'on n'est pas en dessous de notre minimum, on considère cela comme une négociation gagnée. Est-ce qu'on peut dire que du fait qu'on n'a pas eu notre idéal, c'est un échec? Bon, ça dépend de chaque personne. Moi, je ne considérais pas ça comme un échec, mais je sais que, par exemple, dans le cas de cette candidate, elle n'a pas eu son idéal, donc le summum de la prétention salariale qu'elle avait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, j'ai ici Greg qui me dit, lorsque le recruteur fait une proposition de salaire, quelle est la marge de négociation en pourcentage? Je ne te dirais pas qu'il y a une marge de négociation en pourcentage, je te dirais plutôt de négocier en fonction, encore une fois, de ce qui est sur le marché. D'accord? Pour ne pas paraître irréaliste dans ce qu'on demande. Donc, allez-y avec ce qui est offert sur le marché. Vous vous êtes peut-être renseigné auprès de certaines personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise ou encore, voilà, il y a peut-être dans votre région, il y a un rapport bien précis des salaires. Okay? Donc, vous pouvez vous baser sur ça pour aller faire votre négociation. Il n'y a vraiment pas de marge tant que ce que vous demandez est raisonnable et que cela s'établit dans ce qui est offert sur le marché. Est-ce que votre expertise s'offre pour des candidats de tout type? C'est quoi les repas? Je ne sais pas c'est quoi les repas, par exemple, mais notre accompagnement est vraiment pour tout type de candidat, que vous soyez au début de votre carrière ou que vous soyez avancé dans votre carrière, on accompagne vraiment tout le monde. Voilà, on accompagne vraiment tout le monde. Après, on me demande comment demander une négociation alors qu'on a déjà signé son contrat et qu'on est certain d'être sous-payé pour l'envergure, d'être sous-payé. Bon, la question est bizarre, mais j'ai l'impression que ça rejoint une certaine question que j'ai déjà reçue. Donc, comment demander une négociation alors qu'on a déjà signé le contrat? C'est ce que je vous ai dit. Quand vous avez l'intention de renégocier, ben, jouez vraiment sur votre période d'essai. Peut-être que l'une des stratégies que l'une de notre cliente est en train de mettre en place présentement, c'est par exemple de commencer à appliquer encore à d'autres postes. Donc, elle vient juste d'avoir son emploi, mais elle décide encore d'appliquer à de nouvelles positions parce que elle aimerait avoir une offre sous la main avant la fin de sa période d'essai, de sorte qu'avec cette offre-là, elle soit dans une position de force lorsqu'elle fera sa négociation. Donc, elle va littéralement dire à son employeur, si je n'ai pas d'augmentation, ou si je n'ai pas ceci ou cela, ben voici une offre que j'ai sous la main, je vais aller pour ça. Vous voyez? Donc, c'est sa stratégie présentement. Et c'est une très bonne stratégie. Donc, si vous avez l'intention, par exemple, de renégocier, ben, vraiment, pendant votre période d'essai, mettez les stratégies en place. Soit continuer à appliquer à d'autres offres, parce que lorsque vous avez une offre sous la main, vous pouvez aller faire un genre de chantage à votre employeur, ou alors performer à votre mieux. À chaque fois, faites des check-in avec votre employeur pour vous assurer que vous êtes en train de rencontrer leurs attentes de sorte à ce que vous puissiez facilement aboutir à cette négociation-là. Il s'agit d'un contrat de renouvellement. Ça, c'est Ibrahim. Mais Ibrahim, je pense que j'avais répondu à ta question. Après, j'ai une question qui me dit comment négocier mon salaire en sachant que la direction qui m'emploie en France depuis 1 an à temps complet en CDI joue sur le fait qu'elle offre des petits avantages, par exemple, cas de restauration et mutuelle collective et autres. Comment négocier mon salaire? Bon, je veux dire, si c'est, encore une fois, il y a des politiques de rémunération. Et il y a des politiques auxquelles ne peut pas enfreindre une organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner un certain avantage qu'une autre personne n'a pas
parce que les employés sont ce qu'ils ont. Ils peuvent être dans la salle de cafétéria et puis voilà, les nouvelles vont vite et puis finalement, c'est les ressources humaines qui sont dans les pétrins. Donc, on ne peut pas donner de privilèges à certaines, enfin, à tout le monde. On va avec vraiment la politique interne. Donc, si cette organisation-là, c'est là les avantages qu'elle offre et elle estime qu'à cause de ces avantages, elle ne peut pas négocier, elle ne peut pas augmenter le salaire, c'est vraiment à toi de voir, est-ce que je reste là? Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, tu as des compétences, tu as l'expérience, mets ton CV à jour, applique pendant que tu as un emploi et ça, c'est encore bien à faire parce que quand on est en emploi, on est encore convoité par les recruteurs ont envie de vous débaucher. Donc, vous avez plus de chances même de réussir votre recherche d'emploi et puis de facilement augmenter votre salaire que si vous n'étiez pas en emploi. D'accord? Donc, il faut mettre vraiment tes temps libres à profit et puis appliquer à d'autres positions. Et au moment venu, tu irais de là avec un salaire meilleur. Mais tu ne peux pas insister à ce qu'une entreprise change sa politique de rémunération pour toi. Ça va quasiment pas aboutir. D'accord? Ça serait mon conseil pour toi à ce niveau-là. Des fois, il est difficile de savoir si le niveau de salaire d'un poste, parfois d'être un junior et aussi de ne pas savoir une personne qui occupe un poste similaire. Donc, comment faire lorsqu'on se trouve dans une situation? Donc, ça, c'est le cas de régions où les salaires sont encore tenus tabous et puis on n'a pas vraiment d'études par rapport au salaire. Bon, si tu n'as personne à qui demander, toi-même, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quand tu fixes tes attentes, si tu considères que c'est quand même raisonnable, vas-y, va avec, essaie. Mais allez toujours ayant à l'esprit que vous êtes ouvert. Démontrez aux recruteurs que vous êtes ouvert à la négociation. Peu importe ce que vous avancez. Peut-être par ignorance, vous avancez un salaire trop énorme, d'accord? Mais finissez votre speech. Il faut que la chute de votre speech laisse aux recruteurs que vous êtes ouvert à la négociation. D'accord? Quand on est ouvert à la négociation, après, tout peut se jouer. Ça serait ça mon conseil pour toi. Voilà. D'accord? Donc, je pense que je suis passée à travers les questions. Si on n'a pas d'autres, on a répondu. Je vais dans le chat. OK. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Alors, ne manquez pas je vais vous mettre, séance tenante, le lien, par exemple, pour peut-être réserver votre consultation gratuite. Et également, notre numéro WhatsApp. Juste un instant, je vous copie le lien. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est passé à travers tout ce qu'on devait couvrir aujourd'hui. Et puis, on va certainement se voir à la prochaine téléconférence de LSV Coaching. Là, mon site est en train de télécharger. Donc, le site est www.lsvcoaching.com. D'accord. Et puis, le numéro WhatsApp, donc c'est le +1. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter à ce lien et puis à ce numéro. Et puis, voilà, on pourra échanger avec vous. J'ai ma question qui est restée en suspens. C'est quoi ta question? C'est Eric. C'est quoi la question d'Eric qui est restée en suspens? J'ai ici Paul-Alain qui dit comment faire lorsqu'on travaille chez quelqu'un depuis 1 an sans contrat. Vous travaillez sans contrat. Vous travaillez sans contrat. Je ne sais pas. Vous travaillez sans contrat. Enfin, je ne comprends pas trop. Vous travaillez, avant de travailler, le moment où il y a un contrat qui a été signé, que ce soit un contrat verbal ou écrit, il y a forcément un contrat qui a déjà été peut-être signé forcément avant que vous travaillez là. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ça. Alors, je pense qu'on a terminé. Eric, c'est quoi ta question qui est restée en suspens? Si tu peux peut-être l'écrire ici. Le recruteur exige impérativement mes 3 bulletins de paye. Alors, si le recruteur exige, je veux dire, il exige, mais après, est-ce que tu veux donner? Est-ce que tu veux lui donner les bulletins? Si tu ne veux pas, franchement, on ne te force pas, d'accord? Si tu ne veux pas donner le bulletin de paye, tu lui dis que tu n'es pas apte, tu n'es pas prêt à le donner. Tu peux utiliser la phrase qu'on a utilisée pour lui dire que tu ne veux pas donner le bulletin. S'il insiste pour donner, après, la décision te revient.
d'accord? La décision te revient, mais même en donnant ton bulletin, ça n'empêche pas une quelconque négociation. Il pourrait voir ton bulletin te venir avec un salaire qui ne te plaît pas, mais tu peux toujours continuer à négocier. C'est là qu'il faut dire, par exemple, aux recruteurs que ce salaire-là n'a pas été réévalué depuis l'époque où je travaillais dans cette entreprise et j'estime que sur le marché aujourd'hui, pour le poste pour lequel vous voulez m'engager, le salaire se situe plutôt à ce niveau-là. Voilà, donc il y a toujours moyen de trouver une entente. S'il exige que tu sens une certaine pression et que tu veux finalement donner, ce n'est pas un problème de donner. Donne et puis attends qu'ils te viennent avec une proposition et puis à partir de là, tu vas embarquer dans la négociation. Mais c'est encore ta décision si tu ne veux pas donner. Donc, tu es correct en donnant, tu es correct en ne donnant pas. D'accord? C'est vraiment ton choix. J'ai fini ma période d'essai, j'ai signé mon contrat. Je voudrais savoir s'il est possible de négocier une augmentation pour début 2021 avant dépôt de la demande en septembre. OK, ça, je pense que j'ai répondu à une question similaire comme ça. Si tu as fini ta période d'essai, donc ça veut dire que quand ta période d'essai est finie, tu n'as pas fait de négociation. Tu vas peut-être attendre ta prochaine évaluation de performance. Ce qui veut dire que de maintenant jusqu'à ta prochaine évaluation, il faut carburer, il faut bien travailler, il faut faire des check-in avec ton manager pour t'assurer que quand même à date, tu rencontres ses attentes et tu vas te baser sur ta performance, il faut prendre note de ta performance et c'est sur ça que tu vas te baser pour faire une quelconque négociation après. Entre-temps, vous pouvez utiliser la stratégie de notre cliente actuelle qui, elle, est activement en train d'appliquer à d'autres positions pour éventuellement utiliser une quelconque offre d'emploi qui va peser dans sa négociation de salaire. Donc, tu peux faire cet exercice-là aussi. D'accord? Quand vous êtes en emploi, vous pouvez facilement trouver un autre emploi. Donc, voilà, mets tes temps libres à profit et puis ça devrait être bon. D'accord? Alors, je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il a été enrichissant pour vous. Et si vous ne suivez pas encore nos réseaux sociaux, donc on a une page Facebook, une page LinkedIn, on a une page Instagram. Sur toutes ces pages-là, on est représenté sous LSV Coaching. Voilà, vous pouvez suivre ces pages-là et puis suivre notre actualité. Merci encore. Très bon week-end à tout le monde et puis à très bientôt pour la prochaine téléconférence. Peut-être qu'à cette prochaine, on aura l'occasion de s'exprimer verbalement et puis de se voir aussi. Merci encore et bye bye, à bientôt. Bye Abdul, bye Paul, Alain, bye Alpha, Amina, Anne, Armel, Cédric, Daniel, Eric, Habib, Lou, Mélanie, Damba, Rachel. Oh, Rachel était là. Hey, attendez, peut-être que Rachel peut nous dire bonjour. Coucou Rachel. Allô Rachel? Est-ce que tu nous entends? Non. C'est même pas Rachel que j'ai. Attends, c'est pas Rachel que j'ai. Non, c'est plutôt une autre personne que j'ai laissé entrer. Ok, attends, Rachel, je vais te donner la possibilité de parler. Ça serait quand même bien qu'on t'entende. Ok, Rachel, tu es là maintenant. Coucou Rachel. Bonsoir Symphoral, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, et tout le monde t'entend aussi. Est-ce qu'il y a des... Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Symphoral, tu brilles ce soir à l'image de ce qu'on vient d'entendre et j'aimerais te féliciter pour la qualité de ton intervention. Dis merci à tous ceux qui font confiance à SLV Coaching, donc à toi et à moi-même. Le sujet du salaire est un sujet très important dans la carrière d'un individu. Il faut savoir négocier son salaire. Il faut savoir le faire au moment opportun avec les mots qu'il faut. Et donc, la négociation de salaire se fait deux grandes phases. La première, donc avant de signer son contrat, et la seconde tout le long de notre carrière. Et dès lors que nous voyons que nous sommes en train d'avancer dans l'entreprise, nous pouvons toujours renégocier notre salaire, mais l'élément fondamental, c'est au départ et la suite, c'est durant notre carrière. Tu as tout dit, mais je vais juste dire à ceux qui nous suivent, on ne négocie pas un salaire parce que ma femme a accouché, parce que je me suis mariée, parce que j'ai changé de maison ou j'ai changé de quartier. La négociation de salaire se fait lorsque les tâches que nous accomplissons sont beaucoup plus grandes que ce que nous faisions par le passé et que nous sommes beaucoup plus responsabilisés et que l'entreprise est en train de faire de gros chiffres d'affaires. Nous voyons tout ceci, nous mettons ensemble et nous entamons une négociation de salaire. Donc, c'est juste ce que je voulais rajouter, Symphoral. Merci Rachel, merci Rachel. Merci beaucoup. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.